on va parler aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi et une grande joie en profiter pour remercier Guy Boile qui m'a permis de revoir ce grand monsieur à qui le Sénégal doit beaucoup, à qui l'Afrique doit beaucoup. Et je pense que, comme je dis souvent quand j'en ai l'occasion, que c'est quand ils sont vivants qu'on doit leur rendre hommage. Il ne faut pas qu'on attende qu'ils ne soient plus là pour leur rendre hommage. Et je pense que beaucoup de Sénégalais partagent cet avis, qui est de faire en sorte que nous puissions rendre hommage à ces grands messieurs, à ces grandes dames qui ont contribué au développement de notre continent, chacun dans son domaine. Et je m'en vais tout de suite vous présenter cher Hamidou Kane, que je vais appeler Baba pour son âge, pour ce qu'il représente. C'est un grand papy pour nous autres de la jeune génération. Alors, donc, cher Hamidou Kane est l'auteur d'une œuvre de référence de la littérature africaine, L'aventure ambiguë, un ouvrage paru en 1961. Et ce roman, témoignage, continue de faire, comme je disais tantôt, le tour du monde. Témoin et acteur de la vie politique du Sénégal, cher Hamidou Kane dit être un écrivain à titre accessoire. Et pourtant, on ne va vraiment pas être d'accord avec lui, même s'il le dit souvent dans des interviews, parce que ce roman autobiographique est étudié un peu partout, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités en Afrique. Il est aussi l'un des livres du continent les plus célèbres dans le monde. Alors, l'aventure ambiguë, on disait tout à l'heure que cet ouvrage a été publié en 1961. Mais cher Hamidou Kane nous dit qu'il a commencé à l'écrire en 1952. Donc, 9 ans après, il a été publié et traduit dans une trentaine de langues maintenant, depuis 10 ans. Donc, le roman si célèbre qu'est L'aventure ambiguë est étudié par les Mormons, c'est ça? Donc, c'est un groupe religieux et culturel qui a commencé avec les visions de Joseph Smith dans l'État de New York dans les années 1820. Alors, on va parler un peu de qui il est. Il est Peul, donc je suis serrée, je peux me permettre de dire que c'est mon esclave, mais j'accepte aujourd'hui d'être l'esclave du maître. Et il est né en 1928 à Matin. Cher Hamidou Kane est un haut fonctionnaire international qui a occupé des fonctions ministérielles au Sénégal. On le disait tantôt, premier ministre de la culture du Sénégal. Donc, John était très surpris de l'apprendre. Donc, on a beaucoup à lui rendre quand il s'agit de culture. Et pourquoi aujourd'hui l'aventure ambiguë? Pourquoi on va devoir parler de tradition et de modernité? Parce qu'il a reçu une formation double. Donc traditionnelle d'abord parce qu'il a fait l'école coranique. Et la deuxième chose, parce qu'il a fait l'école française. L'école française à Saint-Louis du Sénégal, au lycée Lamingué, qu'on appelait à l'époque Vanvo. Et il a eu 2 licences, donc l'une en droit et l'autre en philosophie, ainsi qu'un brevet à l'école nationale de la France d'Outre-mer, appelée ENFOR. Au cours de ses études, il a collaboré avec la revue Esprit et de retour au Sénégal, on le disait tantôt, il a occupé d'importantes fonctions administratives. En mars 1960, il est nommé gouverneur de la région de Thiès. Le premier, c'est bien ça. Gouverneur de la région de Thiès, le premier. Donc, et il y a aujourd'hui un collège ou un lycée d'excellence qui porte son nom à Thiès. Donc, il devient, après cela, commissaire général du plan, puis ministre du plan. Et à cette époque, il a publié L'aventure ambiguë, dont on a parlé, on va encore en parler en 1961. Et ce récit du déchirement d'un jeune étudiant sénégalais, transplanté sur les bords de la Seine, a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1962. Voilà, si on continue à parler de ce grand monsieur, on ne va pas en terminer. Donc 5 minutes pour présenter Baba et on va laisser notre invité nous parler aujourd'hui de la thématique et du thème qui nous réunit,
ses traditions, valeurs anciennes et modernité, cher Hamidou Kane raconte l'aventure en ligne. Bien. Merci beaucoup. Mademoiselles, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de venir à votre rencontre cet après-midi. Répondant à l'invitation qui m'a été adressée par l'homme qui est à l'origine de l'ONG qui nous réunit ici aujourd'hui. Je l'ai rencontré il y a un an ou deux et j'étais impressionné par son ouverture d'esprit, son esprit d'initiative et l'institution dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ici est bien la preuve de ce que j'avais eu raison de lui faire confiance et à l'occasion de cette première rencontre de me charger d'une mission qui était de mettre son talent, son esprit d'initiative au service de la cause de l'unité africaine, de l'intégration africaine. Je suis fasciné par l'histoire des États-Unis d'Amérique, qui est un continent, un sous-continent, qui est une espèce de synthèse du monde, où toutes les histoires, toutes les races, toutes les convictions se sont retrouvées. Et où les peuples qui étaient là ont, comme nous en Afrique, connu la colonisation pendant quelques années. Ces peuples ont connu de la violence et des troubles pour acquérir leur indépendance. Et dès qu'ils ont acquis cette indépendance, ils se sont fédérés. Et assez rapidement, ces peuples, ces pays qui étaient en arrière-plan sont passés au premier plan pour fournir au monde la première puissance économique, industrielle, intellectuelle du monde, les États-Unis d'Amérique. Je rêve pour notre continent, l'Afrique noire, d'un destin similaire. Et à en juger par les potentialités du continent africain. Au plan des ressources naturelles, énergétiques, environnementales, au plan des ressources démographiques, ce continent pourrait et en voie de devenir l'avenir du monde. Le monde entier se rend compte que son avenir dépend du continent africain. Donc je me suis félicité que jeune compatriote ait acquis aux États-Unis la place et l'influence qu'il a acquise et qu'il soit venu ici, au Sénégal et dans notre continent, pour lancer des initiatives. Pour en revenir au sujet du livre que j'ai écrit, je devrais dire des livres que j'ai écrits. Il s'agit en effet d'un premier livre dont le titre est L'aventure ambiguë, publié en 1961 et qui a connu une diffusion
mondiale. Il continue sa progression et j'étais en particulier frappé par le retentissement qu'il a aux États-Unis d'Amérique, où il est enseigné dans beaucoup d'universités. Et notre modératrice a rappelé tout à l'heure, en effet, que cette année a été la 15e année pendant laquelle il a été enseigné à l'Université des Mormons en Salt Lake City. Et chaque fois, j'ai été invité à 2 ou 3 reprises. Et après chaque session, je reçois des dizaines de lettres des étudiants qui disent ce que ce livre leur a apporté. Et donc, ce premier livre, c'est l'aventure à Amérique. Mais je tiens à vous signaler qu'il y a un deuxième livre, paru en 1995-96, dont le titre est Les Gardiens du Temple, qui a été publié, édité aux éditions Stock à Paris pendant 3 ou 4 années. Et ensuite, les nouvelles éditions ivoiriennes à Abidjan ont racheté les droits, et c'est les nouvelles éditions ivoiriennes qui continuent de publier Les Gardiens du Temple. Je regrette beaucoup que Les Gardiens du Temple n'aient pas eu la même notoriété que l'aventure à minuit. En quelque sorte, la sœur aînée a un peu occulté la sœur cadette, parce que, dans une certaine mesure, ces 2 livres traitent de la même histoire. Et un certain nombre de questions qui étaient posées dans l'aventure à minuit, dont les réponses n'étaient pas claires dans l'aventure à minuit, trouvent leur réponse dans Les Gardiens du Temple. De quoi traite-t-il ces 2 livres? Il traite du problème de la rencontre des cultures. En l'occurrence, la rencontre, pour ce qui concerne la rencontre de peuples d'Afrique noire, de l'Afrique soudano-sahélienne, avec le monde européen, en l'occurrence le colonisateur français. Voilà de quoi traite l'aventure à minuit. C'est une œuvre à la fois de fiction, mais aussi d'histoire. Si l'histoire que je raconte de Samba Diabo est dans une certaine mesure mon histoire à moi, Paul, maître des Ferrères, musulman, noir, qui a été à l'école européenne, en l'occurrence l'école de la colonie française qui était le Sénégal, et ensuite qui a progressé, qui a, malgré les barrages par la colonisation, été au-delà de l'école primaire élémentaire de la colonie du Sénégal pour monter jusqu'à l'enseignement supérieur, ce qui était une performance à l'époque. Si donc ce livre raconte cette histoire, c'est une histoire à peine romancée. Il a posé la question de savoir quelle a été la réaction de cette société Peul, noire, musulmane, au moment du contact avec le colonisateur. Voici un homme blanc qui vient à la conquête d'hommes noirs, qui leur impose sa loi du fait de sa force, qui leur impose sa culture, sa langue, et comment cette population allait-elle accueillir ce nouveau venu. Voilà un peu la trame de l'histoire.
que raconte l'aventure. Cette histoire s'interroge pour savoir est-ce que la culture de l'eau qu'il vient nous apporter, est-ce qu'on doit l'accepter? À quelles conditions devons-nous l'accepter? Pouvons-nous la refuser? Et en partant de l'histoire d'un individu, en l'occurrence Samba Diallo, l'aventure ambiguë déroule les débats qui se sont succédés au sein de la société d'origine, et elle montre les progrès de Samba Diallo depuis l'époque où il sortait de son milieu traditionnel, de sa famille, pour aller à l'école coranique. Ensuite, pour sortir de ce milieu, pour aller à l'école nouvelle. Ensuite, pour aller de l'école nouvelle primaire jusqu'à l'université. Et on déroule les questions auxquelles Samba Diallo a été confronté durant tout ce cheminement. Et on s'interroge, au bout de ce cheminement, est-ce que Samba Diallo a réussi? Est-ce qu'une synthèse est possible? Est-ce que, pendant ce cheminement, il ne s'est pas perdu? Est-ce qu'il n'a pas perdu son identité, sa foi religieuse? Est-il possible d'aller à la rencontre de l'autre sans pour autant s'égarer et perdre ses propres valeurs et sa propre identité? Voilà quelques-unes des questions posées par l'aventure. Ce livre, effectivement, il a commencé sous la forme d'un journal que j'ai commencé à écrire 2 ans après mon arrivée en France. J'ai résumé un peu l'histoire de Samba Diallo, ma propre histoire à travers l'histoire de Samba Diallo, en montrant simplement quelques séquences. Effectivement, moi-même, dès ma petite enfance, j'ai été confié à Marabout pour étudier le Coran et la religion musulmane, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. J'ai décrit un peu la manière dont l'enseignement coranique se faisait à ce moment-là. J'ai décrit aussi l'entrée à l'école et j'ai décrit le cheminement intellectuel de Samba Diallo en dépassant l'enseignement primaire, en allant jusqu'à l'université. Et ce cheminement-là, il a été mon propre vécu. C'est pour ça que 2 années après mon arrivée en France, une fois qu'ici au Sénégal, j'avais fini le cycle primaire, le cycle secondaire, et même j'avais commencé l'enseignement supérieur ici, au niveau de ce qui était à l'époque l'embryon de l'université Cheikh Anta Diop, qui s'appelait à l'époque l'Institut de hautes études de Dakar. J'ai commencé ici une propédeutique lettres, parce qu'à l'époque, pour pouvoir faire des études d'enseignement supérieur de lettres, il fallait faire une propédeutique. Et j'ai fait aussi un premier certificat deux premiers certificats de licence de droit ici. Et après ça, je suis allé donc en France en 1952. C'était la période coloniale. Mais j'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement du Sénégal pour aller étudier en France, pour entrer à l'école d'administration, celle qui formait les administrateurs coloniaux. Je suis arrivé donc en France en 1952 et j'ai, pendant 3 ou 4 années, été au lycée Louis-le-Grand, avec la préparatoire. J'ai fait 3 certificats de licence de droit. J'ai fait une licence de philosophie. J'ai été admis à l'École nationale de la France d'outre-mer et j'en suis sorti avec le diplôme de l'École nationale de la France d'outre-mer qui formait les administrateurs coloniaux. Mais
c'est à partir de 1954, entre 54 et 56, que j'écrivais un peu mes pensées, ma réflexion sur l'itinéraire que nous avons parcouru. Je suis de droit et d'avoir une école, le diplôme de l'école nationale de la France culturelle. Je suis revenu ici, affecté par le colonisateur français, auprès du gouverneur général de l'Afrique occidentale, lequel m'a mis à la disposition du gouverneur du Sénégal, lequel m'a mis à la disposition du gouvernement de l'autonomie interne que dirigeait Mamadou Dia. Et c'est pendant que j'étais là, avec l'équipe du gouvernement de Mamadou Dia, où il y avait des ministres du plan, de l'éducation, de la santé, un certain nombre de domaines. Les colonisateurs français les avaient déjà délégués aux gouvernements locaux. Et j'ai donc rejoint un certain nombre de cadres intellectuels sénégalais qui étaient membres de ce gouvernement, dont les Amadou Moutambou, les Amadou Dini, les Hassan Sek, les Radiojoga, les Doudou Thiam, tous ces gens-là, qui étaient les premiers universitaires sénégalais, étaient revenus pendant la période coloniale. Et ils avaient travaillé avec Mamadou Dia et Senghor pour préparer l'avènement de l'indépendance du Sénégal. Et moi, donc, on m'a affecté auprès du ministre qui était chargé de l'économie, qui était Amadou Karim Diaye, docteur vétérinaire. Et donc, c'est pendant que j'étais là, dans ce gouvernement, et que nous étions en train de faire des enquêtes pour savoir dans quel état la France allait laisser son ancienne colonie du Sénégal. Par exemple, au moment où le Sénégal allait devenir indépendant, quel était le taux de scolarisation? Quel était le taux de couverture de la santé? Quel était le taux de croissance de l'économie? Il fallait faire une enquête pour savoir dans quel état le colonisateur français, quand il partirait, parce qu'à l'époque, il était évident que la colonisation allait prendre fin. En 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, il était clair en tout cas que la colonisation ne pouvait plus durer, puisque déjà elle avait pris fin en Asie, en Inde, en Égypte, et qu'il y avait déjà des guerres au Vietnam, en Indochine, contre le colonisateur français, en Algérie. Donc, les Français, comme tous les colonisateurs anglais et autres, se rendaient compte que la colonisation c'était fini. Et ils étaient en train donc de négocier pour savoir dans quel délai donner l'indépendance réellement. Et donc c'est pendant cette période-là que j'ai été affecté là et que j'ai travaillé avec cette équipe pour préparer la demande d'indépendance. Et c'est à ce moment-là qu'un de mes amis français a su que j'avais ce journal. Il m'a demandé de venir, je lui ai fait lire. Il m'a dit, vous savez, ce que vous avez écrit là peut être très intéressant pour vous. Est-ce que vous ne voulez pas le publier? J'ai pris 45 mois pour transformer ce journal dans un livre connu aujourd'hui sous le titre de l'aventure. Donc, l'aventure ambiguë, c'est l'histoire des 30 dernières années de la colonisation. Lorsque j'ai publié ce livre, il a eu un très grand retentissement. Il faut dire que 3 années ou 4 années après la sortie de l'aventure ambiguë, après avoir été effectivement moi dans l'équipe de Karim Diaye pour préparer l'indépendance au plan de l'économie, après avoir été nommé gouverneur de Thiès pour tester l'administration nouvelle. On parle aujourd'hui de décentralisation, d'acte 3 de la décentralisation. C'est nous qui avions mis en place l'acte premier de cette décentralisation. Nous avions compris qu'il fallait changer l'administration coloniale. Elle consistait dans un gouverneur général situé à Dakar
qui supervisait la colonisation française dans 8 colonies, la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan, la Guinée, le Dahomey, le Togo, le Soudan et la Haute-Volta. Et il y avait un gouverneur, lieutenant-gouverneur dans chacun de ces 8 pays. Et à l'intérieur de chacun de ces 8 pays, notamment à l'intérieur du Sénégal, il y avait un gouverneur des colonies. Et sous le gouverneur des colonies, il y avait des cercles, 28 cercles. Cercle de Louga, cercle de Durban, etc., etc. Et ces cercles étaient subdivisés en cantons. Le gouverneur général, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les commandants de cercle étaient tous des blancs, envoyés par le colonisateur français. Il n'y a que des cantons qui étaient dirigés par des chefs de canton africains, noirs. Et cette administration coloniale, elle avait pour fonction de collecter les impôts, d'organiser le travail forcé. Ce n'était pas très évident au Sénégal, mais dans des pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, etc., les administrateurs coloniaux mobilisaient les populations pour leur faire cultiver les terres, faire du café, du cacao, pour le bénéfice des colons. C'était le travail forcé. Et ici au Sénégal, il y avait quelque chose qui était similaire. L'arachide était introduite ici par le colonisateur français. Et l'arachide était cultivé par des paysans sénégalais. Et quand ils récoltaient cet arachide, ils la vendaient à des traitants sénégalais, libano-syriens et français pour approvisionner les huileries. À l'époque, il n'y avait pas d'huileries ici au Sénégal. C'est pour approvisionner les huileries en France. Et donc, ce commerce, cette production d'arachide était encadrée par les commandants de cercle. Leur rôle était de collecter les impôts, d'organiser la production agricole pour les industries françaises, d'organiser le travail forcé, de recruter, en même temps qu'ils recrutaient des travailleurs forcés, de recruter des tirailleurs pour ce qu'on appelait l'armée sénégalaise, etc. Le gouvernement d'autonomie interne qui était chargé de préparer l'avènement du Sénégal à l'indépendance a pensé qu'il fallait changer ça. Et nous avons substitué aux 28 cercles 8 régions homogènes de développement. Et chacune de ces régions était subdivisée en départements, et chacun de ces départements en communes, communautés rurales et communes urbaines. Et nous avions créé des coopératives, bref, nous avons commencé à faire la planification du développement, construire des plans quadriennaux de développement. Voilà le travail que nous avons fait. Mais lorsqu'on a fini de faire ce travail en 1960, le gouvernement du Sénégal n'a pas voulu tout de suite appliquer tout ce travail-là sur l'ensemble du pays. Et on a pensé faire une expérience à Thiès. C'est pour ça que j'ai été nommé gouverneur de la région de Thiès pour tester cette nouvelle organisation administrative et économique. J'ai été là pendant 1 an et demi. Après, j'ai été ramené à Dakar, nommé commissaire général, puis ministre du Plan. Et le Sénégal était bien parti de ce point de vue-là. Malheureusement, des querelles politiques, des divisions de clans, comme on en connaît souvent dans nos partis politiques, ont abouti à la rupture entre Senghor et Mamadou Dia et à l'arrestation de Mamadou Dia, et sa condamnation.
je n'étais pas d'accord avec Senghor. J'ai démissionné et j'ai commencé ma carrière internationale. J'ai été recruté par l'UNICEF, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et ensuite, j'ai été envoyé à Abidjan pour ouvrir un autre niveau régional. Et c'est pendant cette carrière, à partir de 1963, entre 1963 et 1976, cette carrière internationale qui m'a permis de visiter pratiquement tous les pays d'Afrique du Sud, du Sahara, sauf l'Afrique australe, l'Afrique du Sud. C'est pendant cette période, quand je voyageais dans les différents pays, quand j'arrivais dans un pays qu'on annonçait M. Cheikh Hamidou Kane, directeur du bureau régional de l'UNICEF, et à Brazzaville, à côté du gouvernement, le lendemain, les journalistes, les professeurs, les étudiants venaient me dire, c'est vous, vous avez pris un pays, comme. Oui, on dirait que vous avez écrit ça pour vous. J'ai été frappé par ça, que des Congolais, qui étaient qui n'étaient pas peuple musulman, considèrent que ce qui est arrivé à Samba Diallo, ce qui leur est arrivé à eux, ça m'a fait comprendre que ce que je racontais là ne concernait pas seulement Samba Diallo, ne concernait pas seulement Alpola musulman de l'Ouest, mais concernait à tout le moins tous les peuples d'Afrique noire. C'est ce que j'ai compris parce que j'ai été amené à ce moment-là à voyager, j'ai été au Kenya, j'ai été en Ouganda, et partout, chaque fois qu'on savait ma présence là, on venait me dire, vous savez, parce que l'autre vécu venait d'être traduit en anglais, en allemand. Vous savez ce que vous avez écrit là, ça nous concerne. Par exemple, au Kenya, j'ai rencontré un écrivain qui, à l'époque, s'appelait James Ngugi, et qui est devenu ensuite Cheikh Wachongo, qui venait d'écrire lui aussi un livre, The River in Between. James Wachongo m'a dit, vous savez, moi je suis Luo, détenu Luo. Je ne suis pas un peuple, mais détenu Luo. Mais ce que vous avez écrit de votre aventure, de l'aventure des peuples, c'est exactement ce qui nous est arrivé à nous. Et plus tard, j'ai été amené à constater que dans beaucoup de pays au monde, les gens considéraient que l'histoire que je raconte, et dont je pensais qu'elle concernait un peuple musulman, noir, était une histoire qui dépassait cela. Elle est en quelque sorte l'histoire de la rencontre des cultures. De quelle culture? D'une part, d'une culture de la culture occidentale, européenne. Parce que ce sont les Européens occidentaux qui sont sortis de leur territoire à un moment donné de leur histoire, 13e, 14e siècle, pour aller à la découverte du reste du monde. L'industrie textile anglaise s'est développée. C'est grâce à la production du tabac, du rhum, que les grandes industries occidentales se sont développées. C'est grâce au commerce triangulaire, où la main-d'œuvre noire était un élément essentiel, que s'est développée l'industrialisation de l'Europe. Après cela, et donc pendant ces 2 ou 3 siècles, pendant lesquels l'Europe est sortie de son territoire, est allée ailleurs, notamment en Afrique, prélever de la main-d'œuvre. C'est pendant ces 3 siècles, les démographes estiment qu'il y a eu quelques centaines de millions de Noirs prélevés du continent pour aller au service de l'homme blanc en Amérique et dans les Antilles. Ça, c'est une des causes du retard du continent. Et donc, l'aventure ambiguë, c'est l'histoire de cela.
Et après cette navire, il y a eu la colonisation. L'aventure naviguée raconte un peu cela. Est-ce que, en conclusion de l'aventure naviguée, on peut savoir si la rencontre est possible? Est-ce qu'il est possible d'opérer une rencontre des cultures entre Samba Diallo, Peul, musulman, noir et l'Occident? À la lecture de l'aventure naviguée, beaucoup ont pensé que, parce que j'ai fait mourir Samba Diallo à la fin du livre, ils ont pensé que ma conclusion était que la rencontre n'est pas possible. Que Samba Diallo n'a pas pu sauvegarder son identité. Il aurait perdu la foi. Et même s'il a fait des études de philosophie, il est mort sans être revenu enseigner cette philosophie. Donc, beaucoup ont conclu, de la manière dont ce livre s'est terminé, que l'auteur considérait que la rencontre n'est pas possible. Une synthèse n'est pas possible. Une entente n'est pas possible. Je crois que quand j'ai commencé à comprendre que beaucoup tiraient ces conclusions-là de la voiture naviguée, que j'ai senti la nécessité d'écrire un autre livre, qui est Les Gardiens du Temple, qui, cette fois, raconte l'histoire de Samba Diallo, du pays des Dialogés, des peuples, des Noirs, anciennement colonisés, depuis l'indépendance. Si les gardiens de l'aventure naviguée concernaient les 30 dernières années de la colonisation, les gardiens du temple jettent la lumière sur les 30 premières années de l'indépendance. Maintenant, le colonisateur n'est plus là. C'est nous qui nous dirigeons. Nos présidents, nos ministres sont des nôtres. Comment se déroule-t-il? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi mieux que le colonisateur? Est-ce qu'ils ont réussi une certaine synthèse? Voilà donc le sujet traité par les gardiens du temple. C'est pour ça que je vous exhorte, si vous le pouvez, à vous procurer ce livre, si vous êtes intéressé par la voiture naviguée, parce que beaucoup de questions qui n'ont pas de trouver de réponse dans la voiture naviguée, tout le répondre dans les gardiens du temple. Par exemple, le héros des gardiens du temple, c'est quelqu'un qui s'appelle Salif Ba. J'ai fait ressusciter Samba Diallo en quelque sorte. Parce que Salif Ba, comme Samba Diallo, était un peu musulman, noir, qui a subi l'éducation traditionnelle peul, qui a été à l'école coranique comme Samba Diallo, qui a été à l'école nouvelle comme Samba Diallo, qui a été à l'université, qui est sorti de l'université non point comme professeur de philosophie comme Samba Diallo, mais comme ingénieur agronome, et qui est revenu. Les gardiens du temple commencent au moment où Salif Ba est revenu et on voit Salif Ba revenu chez lui et nommé gouverneur d'une région. C'est un peu mon expérience quand j'étais gouverneur de la République tchèque que j'attribue à Salif Ba. Et dans les gardiens du temple, on voit aussi la résurrection d'un certain nombre de personnages de la voiture naviguée. Ce n'est pas seulement Salif Ba qui est une résurrection de Samba Diallo. Et il y a un Thierno, maître coranique, à la place du Thierno de l'aventure naviguée. Ce Thierno ici s'appelle Thierno Seydou Marie. Tandis que le maître de Samba Diallo à l'aventure naviguée refusait de se prononcer. Quand on lui demandait est-ce que nous devons envoyer nos enfants à l'école du blanc, il disait ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est d'enseigner le Coran. Une des questions posées dans l'aventure ambiguë était de savoir si on peut apprendre sans oublier. C'est une des questions posées dans l'aventure ambiguë. Et
qui a annoncé Dubaï répond, oui, on peut apprendre sans oublier. Parce que, au moment de l'aventure à venir, pour apprendre, on était obligé d'apprendre seulement une langue étrangère, la langue française. Est-ce qu'on peut apprendre le français sans oublier le poula? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre le poula? Est-ce qu'on ne peut pas moderniser le poula, le codifier, l'enseigner depuis la maternelle jusqu'au supérieur, de manière à acquérir le savoir moderne à partir de ces langues maternelles? C'est un travail qui a été commencé ici au Sénégal par Senghor, qui a procédé à une étude scientifique rigoureuse pour transcrire nos langues, les codifier. Aujourd'hui, on en est à la codification d'une vingtaine de langues nationales sénégalaises. Il faut dépasser ce stade. Non seulement il faut les codifier, il ne faut pas improviser dans ce genre de choses, non seulement il faut les codifier de façon scientifique, mais une fois qu'on les a codifiés, il faut les enseigner, depuis la maternelle jusqu'au supérieur. De sorte qu'on puisse apprendre l'identité Hapoula, l'identité Peul, l'identité Wolof, l'identité Sérère, à partir de la langue Poula, de la langue Wolof, de la langue Sérère. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le français ou l'anglais ou le portugais, mais il faut redonner leur place à nos langues nationales, comme l'ont préconisé des gens comme Cheikh Anta Diop, qui ont bien démontré cela. Mais il ne s'agit pas seulement d'utiliser nos langues. Il faut aussi que nos chercheurs tournent leurs outils pour changer le contenu de l'enseignement. Pendant la période coloniale, on ne nous enseignait pas notre histoire, on nous enseignait l'histoire de France, l'histoire de l'Europe. On ne nous enseignait pas notre géographie, on nous enseignait la géographie de l'Europe. Moi, au moment où je passais mon certificat d'études, ça se passait vers les années 1940, 42, je savais par cœur le nom des capitales des 90 départements de la France. Je peux vous dire le nom des capitales des 90 départements de la France. Vous connaissez au bout des doigts la géographie de la France, la géographie de l'Europe, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe. Je ne savais rien de l'histoire du Sénégal, je ne savais rien de l'histoire de l'Afrique. Non seulement il faut transcrire nos langues, les codifier, il faut les utiliser. Non seulement il faut faire ça pour les langues, mais il faut restituer notre histoire. Et nos chercheurs et nos savants ont commencé à le faire. Vous savez que grâce à nos Africains, nos chercheurs africains, on a maintenant rédigé l'histoire de l'Afrique. Grâce à l'UNESCO, à des gens comme Montalbot, comme Joseph Kizerbo, comme Amadou Pateba. On a, grâce à ces aînés du XXe siècle africain, on a maintenant une histoire universelle de l'Afrique, différente de l'histoire coloniale que nous enseignons. Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'histoire. Dans le domaine de la géographie, il faut faire le même travail. Dans le domaine du droit, il faut faire le même travail. Pour substituer à un enseignement étranger, européen, un enseignement africain, des valeurs africaines, des langues africaines, etc. Voilà le travail qu'il s'agit de faire. Je pense que c'est un travail que nous avons commencé à faire ici au Sénégal. Il faut le poursuivre. J'ai l'habitude de dire qu'il faut revenir à nos valeurs. Des gens mal intentionnés peuvent rétorquer que ça c'est impossible. C'est un retour au passé. Que le retour au passé n'est pas possible. Ce que je prêche, ce que je préconise, ce n'est pas un retour au passé, c'est le recours au passé. Il faut faire recours au passé. Il faut s'inspirer de notre histoire,
notre culture pour orienter notre avenir. C'est ce qu'il faut faire au niveau de chacun de nos pays. Et je trouve qu'au Sénégal, on a commencé à faire ça. Ce n'est pas suffisant. J'ai dit que si Senghor a fait en sorte qu'on a codifié les langues, je trouve qu'on n'a pas assez progressé dans le renseignement. Joseph Kizerbo, c'est un historien burkinabé, un de mes grands amis. Il a dit que sur la longue période, l'histoire de l'Afrique est marquée par une triple dépossession. Il dit que sur la longue période, cette invasion par l'Occident de l'Afrique a résulté dans 3 dépossessions. L'Afrique a été dépossédée de son initiative politique. C'est vrai. Quand les Européens venaient, par exemple, quand les Portugais sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui le Congo, ils ont rencontré, au début du XIIIe siècle, ils ont rencontré le roi du Congo de l'époque, qui s'appelait Zilgar Kourou. Le roi du Portugal, je crois que c'était Joseph II, a envoyé des commerçants, des ambassadeurs, au roi Zilgar Kourou du Congo. Il lui a dit, je veux que nous échangions, nos 2 royaumes échangent. J'ai besoin d'ivoire, j'ai besoin d'or, j'ai besoin de bois précieux. Votre pays est riche de tout ça. Je vais vous envoyer des gens pour venir négocier avec vous. Nous allons échanger des ambassades. Zilgar Kourou a dit oui, je suis preneur. Les commerçants ont commencé à venir. Les marchands ont commencé à venir. Ils prenaient de l'ivoire, ils prenaient de l'or, mais ils prenaient aussi des esclaves. C'était le début de la traite négrière. Zilgar Kourou leur a dit, je ne suis pas d'accord avec cette façon de procéder. Il faut que nous ayons des relations d'État à État. Et envoyez-moi, je suis prêt à vous envoyer des élèves, des étudiants pour que vous les formiez. Pour que vous nous appreniez à faire de grands bateaux sur le fleuve Zaïre. Nous avons la possibilité de faire pour le moment des pirogues. Mais j'ai vu que vous, pour venir du Portugal ici, vous avez fait de grands bateaux. Je voudrais que vous nous appreniez à faire de grands bateaux. Et ainsi de suite. Et pour montrer sa bonne volonté, il a même été d'accord pour se convertir lui-même, convertir certains de ces sujets qu'il voulait à la religion chrétienne. Un de ses fils est même devenu évêque. Mais, profitant de sa force matérielle, le colon portugais a imposé sa loi. Il a continué de prélever l'or, l'ivoire, le bois, par la force. Il a continué de prélever des hommes pour les envoyer en esclavage. Quand Zilgar Kourou, après avoir vraiment négocié, a décidé de se battre, il ne faisait pas le poids. Ils l'ont battu, ils l'ont destitué et ils ont finalement colonisé. Voilà le genre de relation. Ça illustre un peu ce que Joseph Kizerbo appelle la dépossession de l'initiative politique. Cette histoire de Zilgar Kourou, on peut la raconter pour tous les rois, empereurs, chefs de canton, dans toute l'Afrique noire. Partout, les colons du Nord
ont enlevé l'initiative politique aux chefs politiques locaux. C'est la charte du Mandé, la charte de Kouroukanfouga, qui a été promulguée par l'empereur Soundiata Keïta en 1236, au début du XIIIe siècle, pour servir de constitution à l'Empire du Mali, qui était un regroupement de 12 petits pays d'Afrique que Soundiata a réunis, et donc il a fait un empire, et il a décidé que cet empire-là aurait une constitution, la charte de Kouroukanfouga, ou charte du Mandé. Cette charte, elle était la codification de la tradition africaine depuis l'empire du Ghana, qui a existé, comme vous le savez, du 5e au 12e, 13e siècle. La tradition des pays d'Afrique de l'Ouest, depuis l'Atlantique jusque du côté du Tchad, du lac Tchad, de la bordure sud du Sahara jusqu'au golfe de Guinée. Toute cette société africaine, les peuples se gouvernaient selon leur tradition, qui réglementaient les relations de l'individu au sein de la famille au sein du groupe. Les relations entre les différents groupes, linguistiques différents, les groupes ethniques différents, les relations entre les religions. La société africaine, depuis cette époque, avait une manière de coexister en son sein, que Soundiata a codifié, et dont il a fait ce qu'on a appelé la charte de Mandé ou charte de Kouroukanfouga. Cette charte date de 1236. Elle était connue et gardée par nos griots depuis cette époque. Mais comme elle n'existait qu'en Mandingue, et qu'elle n'était pas écrite, on ne la connaissait pas. On l'a redécouverte dans les années 1980, après des colloques qui se sont tenus à Bamako et à Cancan, qui ont réuni le réseau des radios rurales de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec des griots, avec des sociologues, avec des journalistes. Ces séminaires étaient réunis, convoqués par le comité interétat de lutte contre la sécheresse. On voulait que tous les pays de la zone soudano-sahélienne, frappés par la sécheresse, réfléchissent sur leur politique économique et leur lutte pour sauvegarder l'environnement. Et pour ça, on a fait venir des griots, on a fait venir des agronomes, on a fait venir des journalistes, on a fait venir des radios rurales, qui s'étaient beaucoup implantés dans tous ces pays, pour étudier cela. Et on a tenu donc 2 colloques qui ont duré chacun, je crois, une semaine à 10 jours. Et dans le courant de la journée, des réunions se tenaient sur l'agriculture, sur l'élevage, sur les problèmes de santé communs à la région, etc. Et le soir, les griots venus de l'ensemble de ces pays se sont mis à comparer les versions qu'ils avaient gardées de l'épopée de Soundiata Keïta. Ces griots-là, certains d'entre eux venaient du Mali. Il y a 2 ou 3 villages qui sont les villages conservatoires de la tradition griotique depuis le temps de Soundiata. La même chose en Guinée-Conakry. La même chose en Guinée-Bissau. La même chose ici au Sénégal. La même chose en Gambie. Il y a des familles griotiques qui sont au nombre de 6, 7 ou 8, répartis ici tout cet espace, qui depuis des siècles ont gardé leur version de la charte du Mandé. Et pendant ces colloques, après les séances du jour, où les intellectuels modernes discutaient des questions d'environnement et de climat, le soir, les griots se retrouvaient et comparaient les versions qu'ils avaient gardées de cette charte de Kouroukanfouga. Eh bien, de cette comparaison, ils ont tiré des conclusions
spectaculaire. La première de ces conclusions, c'est que malgré le fait que ces familles de Kilo soient réparties sur un espace, quand il viendra en pays sérère, il s'appellera Ndiaye. Quand il ira en pays Diola, il s'appellera Diata. C'est pour ça que jusqu'à présent on dit Ndiaye Diata. On dit qu'il y a des équivalences patronymiques entre Diallo, Kan, Ka. Il y a des équivalences patronymiques entre Diop, Traoré, etc. De sorte qu'un Malien pouvait se déplacer d'une frontière à l'autre de l'Empire et continuer toujours d'être un citoyen de l'Empire. Il y a donc une citoyenneté de l'Empire que présupposait cette charte du Mandela, et ainsi de suite. Voilà un peu la preuve que notre culture avait son identité, et cette identité nous avons été dépossédée. Troisième et dernière dépossession dont a parlé Joseph Kizerbo, c'est l'espace africain. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique. Mais bon, à part ce nom générique, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? 54 ou 55 anciennes colonies. C'est 54 ou 55 anciennes colonies qui constituent aujourd'hui le continent africain. Le Sénégal, tel qu'il existe aujourd'hui, est une ancienne colonie française. Et même pas l'ancienne colonie française telle que la France l'avait découpée, puisqu'une partie de l'ancienne colonie française du Sénégal est maintenant devenue Mauritanie. Puisque, au moment de la colonisation, la frontière entre la colonie mauritanienne de la France et la colonie sénégalaise de la France passait à 60 km au nord du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, la frontière passe au milieu du fleuve, soi-disant. Et donc, ce qui existe donc, c'est d'anciennes possessions coloniales. Le Sénégal est une ancienne colonie française. La Gambie, une ancienne colonie anglaise. La Guinée-Bissau, une ancienne colonie portugaise. C'est ainsi. Il est temps de substituer à ces dépouilles de la colonisation européenne sur l'Afrique, de substituer à cela un espace géopolitique africain. On a commencé ce travail. On a maintenant les 5 grandes régions. CEDEAO, CEAC, et ainsi de suite. Elles sont au nombre de 5. Mais ça ne suffit pas. Parce que pour que le continent puisse profiter du potentiel important dont il bénéficie au plan des ressources humaines, des ressources naturelles, il est nécessaire que nous mettions en place des pouvoirs fédéraux qui négocieront avec nos partenaires étrangers l'utilisation des ressources de ce continent pour le bénéfice des populations du continent. Nous ne refusons pas de vendre l'uranium, le gaz naturel, les produits pétroliers, le bois africain, des mines du continent africain. Nous ne refusons pas de les échanger avec les autres. Mais il faut que ça cesse d'être un échange illégal. Héritage de la division coloniale. Pour devenir un échange plus égal, plus égalitaire, plus juste. Pour ça, il faut que nous mettions en place des gouvernements fédéraux avec des puissances, des pouvoirs pour gérer ces richesses. De sorte que quand les étrangers, les
Chinois, les Indiens, l'Union européenne, les Japonais, les Turcs viendront pour négocier avec nous les matières premières et les richesses dans ce continent est doté, qu'ils aient en face d'eux un pouvoir qui fasse le droit, de manière à mettre un terme à l'échange illégal. Quel pouvoir de persuasion voulez-vous qu'un pays comme le Niger, aujourd'hui, ait face à Areva pour négocier l'uranium dont le Niger est riche, l'uranium dont Areva et la France ont besoin pour leur électricité. Si demain c'était un pouvoir fédéral qui négociait, peut-être qu'il pourrait négocier dans des conditions meilleures. Ce n'est pas vrai seulement pour l'Afrique. Vous voyez, même l'Europe. Depuis le détour des années 50, ils ont compris que les pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, qui s'étaient constitués pendant des siècles en nations, qui s'étaient battus pendant des siècles entre eux, guerre de religion, guerre de frontières, même si ce sont ces pays qui ont senti la nécessité de se regrouper, de dépasser les frontières laissées par l'histoire, pour constituer la communauté économique du charbon et de l'acier d'abord, ensuite une Union européenne, pour avoir une monnaie commune, une armée commune, une défense commune. Quand c'est des armées comme l'armée allemande, l'armée française, l'armée anglaise, qui se sont battues pendant des générations, qui sentent aujourd'hui que pour faire le poids, il faut qu'ils s'unissent à plus forte raison au pays, à plus forte raison au pays. Ce que je prêche, et c'est sur ça que je finis, c'est de vous demander à vous les jeunes de continuer de vous battre pour que les choses aillent mieux chez vous, pour que l'Afrique récupère son initiative politique, il récupère son identité, sa culture, ses valeurs, qu'il récupère son espace géopolitique. Et ça, elle peut le faire en poussant à l'intégration politique, économique du continent. À partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans, les Africains qui vivent aujourd'hui sont la minorité. Ceux qui ont moins de 40 ans sont la majorité du continent. Cette majorité du continent doit se battre pour changer les normes, les données, et imposer une Afrique qui soit plus profitable. Parce que cette majorité de jeunes, les démographes concluent que d'ici à 2040, d'ici à 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde. L'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde. Premièrement. Deuxièmement, la jeunesse africaine sera la jeunesse la plus nombreuse du monde et la jeunesse la plus jeune du monde. Donc le monde doit compter avec ces réalités africaines. Donc ces jeunes en Afrique doivent se battre pour bien étudier, bien réussir. Ils doivent se battre dans leur organisation, dans leur engagement politique, syndicaux, professionnels, pour pousser à l'intégration, pour qu'on arrive à une véritable intégration et qu'on arrive vers les États-Unis d'Afrique. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Donc, l'Iwan Project, c'est une organisation internationale qui a été conçue en 2009 par John Young, ici aux États-Unis, et qui est aujourd'hui dans 18 pays, dont le Sénégal et un peu partout en Afrique. Et à travers cela, on a initié plusieurs programmes, dont
Guyane Incubateur, les Guyane Talks, comme celui dans lequel vous venez d'assister. Merci, monsieur. Merci. Moi, je suis Aminata, je suis la directrice des opérations de Guyane Project ici au Sénégal. J'ai démarré Guyane Project à Paris. Je suis là il y a maintenant 3 mois. Et, merci. Donc, je pense qu'on a... Il faut applaudir aussi le... Je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui dans notre mission, surtout dans les années de l'indépendance, où on est aujourd'hui et les leçons qu'on a, les leçons que vous avez données aujourd'hui. Je pense que la jeunesse africaine va écouter. Parce que moi, je l'ai vu, ça fait 2 ans presque. Vraiment, depuis que je suis allé le voir chez lui, je ne dors plus assez.